Ma sœur a remplacé mon talc pour bébé par de la farine pour faire une blague lors d'une visite familiale. Mon bébé de 6 mois a commencé à avoir du mal à respirer après que je l'ai utilisé. Elle a perdu connaissance et je l'ai emmenée d'urgence à l'hôpital où elle s'est réveillée en soins intensifs 3 jours plus tard, luttant pour sa vie. Mes parents m'ont supplié de pardonner à ma sœur en disant « Elle ne l'a pas fait exprès. C'était juste une farce. » Quand j'ai refusé, papa m'a giflé violemment. Ne surréagis pas et ne détruis pas la famille. Maman m'a attrapé par les cheveux et a tiré, tandis que ma sœur venait à l'hôpital et me poussait contre le mur. Arrête d'être dramatique. Le bébé va bien maintenant. Mais quand le médecin m'a montré les résultats de la prise de sang, j'ai réalisé que ce n'était pas un accident. Elle empoisonnait mon bébé depuis des mois. Ce que j'ai fait ensuite les a tous laissés dans l'horreur. Je me souviens encore du moment exact où tout a basculé. Ma fille, Lily, venait d'avoir 6 mois, et son rire était ce son parfait qui rendait chaque nuit sans sommeil digne d'être vécue. Je changeais sa couche ce mardi après-midi-là quand j'ai attrapé le talc sur l'étagère de la chambre. Le contenant semblait normal dans mes mains. Il ressemblait exactement à ce qu'il avait toujours été. Je l'ai saupoudré sur sa peau douce comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant. 30 secondes plus tard, mon bébé ne pouvait plus respirer. Sa petite poitrine se soulevait alors qu'elle cherchait de l'air. Son visage est devenu rouge, puis d'une nuance alarmante de violet. Je l'ai saisi et son corps est devenu tout mou dans mes bras. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon téléphone en appelant les urgences. La voix de l'opérateur semblait lointaine alors que je hurlais dans le combiné, donnant mon adresse entre deux sanglots. Ces 7 minutes d'attente pour l'ambulance m'ont semblé durer 7 heures. Je tenais Lily contre ma poitrine, sentant son cœur battre faiblement contre le mien. Les ambulanciers ont fait irruption par ma porte d'entrée et me l'ont prise. L'un d'eux a examiné le contenant de poudre toujours posé sur la table à langer. Son expression est passée d'une inquiétude professionnelle à quelque chose de plus sombre. Il l'a mis dans un sac comme preuve sans expliquer pourquoi. Ils ont chargé ma fille inconsciente dans l'ambulance et je suis montée à côté d'elle, regardant les médecins travailler frénétiquement pour la maintenir en vie pendant le trajet. L'hôpital St. Marie est devenue ma prison pour les 3 jours suivants. Lily gisait dans l'unité de soins intensifs pédiatriques, reliée à des machines qui bipaient et ronronnaient. Un respirateur respirait pour elle. 4 tubes serpentaient dans ses bras incroyablement petits. J'étais assise sur une chaise en plastique à côté de son lit, incapable de manger, de dormir ou de penser à autre chose qu'à l'immobilité terrifiante de sa poitrine lorsqu'elle était devenue inerte dans mes bras. Mes parents sont arrivés le 2e jour. Le visage de maman était crispé par l'inquiétude, mais quelque chose dans ses yeux m'a retourné l'estomac. Papa se tenait derrière elle, les bras croisés, la mâchoire serrée dans cette ligne familière et têtue. Ma sœur Nathalie est entrée derrière eux et mon sang s'est glacé. « Comment va-t-elle » a demandé Nathalie, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Je ne pouvais même pas la regarder. Elle est dans le coma. Maman a pris ma main. Ma chérie, nous avons entendu ce qui s'est passé. La farine et le talc. C'était juste une farce stupide. Nathalie se sent terriblement mal à ce sujet. Ma tête s'est relevée brusquement. Quoi ? C'était censé être drôle, a dit Nathalie, ayant réellement l'audace d'avoir l'air agacée. Je ne pensais pas que ce serait si grave. Les bébés respirent de la poudre tout le temps. La rage qui m'a envahi ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Tu as remplacé mon talc par de la farine. Ma fille a failli mourir. La main de papa s'est abattue sur mon épaule, serrant assez fort pour faire mal. Baisse d'un ton. C'est un hôpital. Elle aurait pu mourir. Ma voix s'est élevée malgré son avertissement. Elle est inconsciente depuis 2 jours, mais elle n'est pas morte, a lancé Nathalie sèchement. Elle va s'en sortir. Tu surréagis complètement. Je me suis levée si vite que ma chaise a raclé le sol. Sortez. Sortez tous d'ici. Le visage de maman s'est effondré. S'il te plaît, tu ne penses pas ce que tu dis. Nathalie a fait une erreur. Elle ne voulait pas faire de mal. Une erreur ? Je tremblais à nouveau, tout comme lorsque j'avais tenu le corps inerte de Lily.
Ce n'était pas une erreur. C'était irresponsable et cruel, et mon bébé a failli mourir à cause de ça. Tu dois pardonner à ta sœur, a dit papa, sa voix prenant ce ton autoritaire qu'il utilisait quand il attendait une obéissance immédiate. La famille pardonne à la famille. On ne garde pas rancune pour des accidents. Ce n'était pas un accident. La main de papa a bougé si vite que je ne l'ai pas vu venir. La gifle a résonné dans la chambre des soins intensifs, nette et choquante. Ma joue me brûlait là où sa paume avait frappé. Je l'ai regardée, stupéfaite, réduite au silence. Ne surréagis pas et ne détruis pas cette famille. Son visage était rouge, une veine pulsait sur son front. Ta sœur a fait une blague qui a mal tourné. Tu vas lui pardonner et nous allons passer à autre chose. Tu m'as compris? Avant que je puisse répondre, maman a attrapé une poignée de mes cheveux et a tiré ma tête en arrière. La douleur a explosé sur mon cuir chevelu. Écoute ton père. Nathalie est désolée. Le bébé va bien maintenant. Laisse tomber. Je me suis arrachée à elle, reculant jusqu'à heurter le lit de Lily. Vous la défendez. Elle a failli tuer votre petite fille. Arrête d'être si dramatique, a dit Nathalie en s'approchant. Ses yeux étaient froids, calculateurs. Le bébé va bien maintenant. Tu dois toujours tout ramener à toi, n'est-ce pas? Toujours la victime, toujours à causer des problèmes. Elle m'a poussé violemment contre le mur. Mes omoplates ont heurté le béton peint avec un bruit sourd. Nathalie est déjà assez bouleversée sans que tu la fasses se sentir encore plus mal, a-t-elle sifflé à mon visage. Grandis un peu et arrête de faire le bébé pour tout. Une infirmière est apparue dans l'encadrement de la porte. Je vais devoir vous demander à tous de partir. Vous dérangez les autres patients. Ma famille est sortie en file indienne, mais pas avant que papa ne me pointe du doigt. Nous en parlerons quand tu seras calmé et que tu pourras être raisonnable. Je me suis laissé glisser le long du mur et je me suis assise par terre, tout mon corps tremblant. Mes joues me brûlaient encore. Mon cuir chevelu me faisait mal là où maman avait tiré mes cheveux. Mais pire que toute douleur physique était la réalisation écœurante que mes propres parents venaient de m'agresser pour avoir refusé de pardonner à la personne qui avait failli tuer mon enfant. Le docteur Patricia Morrison est entrée 1 heure plus tard. C'était la spécialiste pédiatrique qui supervisait les soins de Lily depuis notre arrivée. Son expression était grave lorsqu'elle s'est assise en face de moi. Nous avons reçu les résultats des analyses sanguines, a-t-elle dit prudemment. Il y a quelque chose dont je dois discuter avec vous. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Est-ce que Lily va bien? Elle est stable, mais les analyses sanguines ont révélé des résultats inquiétants. Le docteur Morrison a sorti une tablette et m'a montré une série de chiffres et de graphiques qui ne signifiaient rien pour moi. Votre fille a des niveaux élevés de plusieurs métaux lourds dans son système. Plomb, mercure, arsenic. Les niveaux suggèrent une exposition prolongée, pas un incident unique. La pièce a semblé basculer. Qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un empoisonne votre fille. Sa voix était douce mais ferme. Il ne s'agissait pas seulement de la farine dans le talc. Cet incident l'a amené ici, mais les analyses révèlent des mois d'exposition toxique. De petites quantités administrées régulièrement, suffisantes pour la rendre malade, mais pas immédiatement mortelle jusqu'à ce que son système ne puisse plus le supporter. Je ne pouvais plus respirer. Les murs se refermaient sur moi. Des mois. Mais qui ferait ça? Je suis tout le temps avec elle. Je suis la seule. Puis, cela m'a frappé comme un train de marchandises. Nathalie venait nous rendre visite chaque semaine depuis la naissance de Lily. Elle s'était portée volontaire pour faire du babysitting. Elle avait apporté des cadeaux, des jouets, de la nourriture pour bébé faite maison dans de jolis petits bocaux. Elle avait insisté pour aider au repas quand elle venait. Elle avait été si attentionnée, si impliquée, et je pensais qu'elle grandissait enfin et devenait une bonne tante. Oh mon Dieu! Les mots sont sortis comme un murmure. Ma sœur. Le visage du docteur Morrison a confirmé ce que je pensais. J'ai déjà signalé cela à la police. Ils voudront vous parler. En attendant, la sécurité de l'hôpital a été informée que vous seul êtes autorisé dans cette chambre. Personne d'autre ne peut visiter sans votre permission explicite.
Les 48 heures suivantes ont été un flou d'interrogatoires de police, de tests médico-légaux et d'attente, regardant ma fille se réveiller lentement de son coma artificiel. Quand les yeux de Lily se sont finalement ouverts et qu'elle m'a regardée, je me suis complètement effondrée. Elle était confuse et effrayée par tous les tubes et les machines, mais elle était en vie. L'inspecteur James Rodriguez s'est chargé de l'enquête. C'était un homme d'une 50aine d'années à l'air fatigué, aux yeux bienveillants et à l'attitude pragmatique. Nous nous sommes assis dans une salle de conférence privée pendant qu'il enregistrait ma déposition. Nous avons testé tous les objets que votre sœur vous a donnés au cours des 6 derniers mois, a-t-il expliqué. Les pots de nourriture pour bébé contenaient des piles écrasées mélangées à la purée. Certains jouets avaient de petits éclats de peinture à haute teneur en plomb délibérément appliqués là où un bébé mettrait la bouche. Le contenant de talc le plus récent ne contenait pas seulement de la farine, mais aussi du verre pilé mélangé. Si vous en aviez utilisé davantage, les particules de verre auraient déchiqueté les poumons de votre fille. J'ai cru que j'allais vomir. Pourquoi ferait-elle ça? Rodriguez a semblé mal à l'aise. Nous enquêtons toujours sur le mobile, mais d'après les publications sur les réseaux sociaux et les SMS que nous avons récupérés, il semble que votre sœur nourrisse un ressentiment important envers vous depuis des années. La naissance de votre fille semble avoir déclenché quelque chose. Il y a des messages à des amis où elle fait référence au bébé comme obtenant toute l'attention qui devrait être la sienne. Elle parlait de vous donner une leçon, de vous faire souffrir, de vous enlever ce qui vous rendait heureuse. Elle essayait de tuer mon bébé parce qu'elle était jalouse. Il semble qu'elle voulait vous blesser en blessant votre fille. Elle n'avait peut-être pas l'intention que le bébé meure rapidement. L'empoisonnement l'en suggère qu'elle voulait vous voir souffrir en regardant votre enfant être malade de façon chronique. Le mélange de farine et de verre semble avoir été une escalade. Mes mains se sont serrées en poing. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous avons obtenu un mandat d'arrêt contre votre sœur. Les officiers vont l'interpeller en ce moment même. Sur la base des preuves, le procureur est confiant qu'ils peuvent l'inculper de tentative de meurtre, de mise en danger d'enfants et de plusieurs autres chefs d'accusation. Étant donné la préméditation et la durée de l'empoisonnement, elle risque une peine de prison importante si elle est reconnue coupable. J'aurais dû me sentir soulagée. Au lieu de cela, je me sentais vide. Ma propre sœur avait passé des mois à empoisonner lentement ma fille en bas âge. Mes parents m'avaient physiquement agressée pour avoir refusé de lui pardonner. Toute ma famille s'était révélée être des monstres. Mon téléphone vibrait constamment de messages de maman et papa exigeant que je retire ma plainte, insistant sur le fait que tout cela n'était qu'un malentendu, menaçant de me déshériter si je ne retrouvais pas la raison. Nathalie m'a envoyé un SMS depuis la prison qui disait simplement « Tu vas regretter ça ». Je les ai tous bloqués. L'inspecteur Rodriguez m'a aidé à déposer une ordonnance restrictive contre eux trois. La sécurité de l'hôpital les a tenus à l'écart lorsqu'ils ont essayé de venir. L'état de Lily s'est amélioré lentement, mais le médecin a dit qu'elle aurait besoin de tests réguliers pour surveiller les dommages à long terme dus à l'exposition aux métaux lourds. 3 semaines après l'incident, j'étais assise dans le bureau de Jessica Thornton, la procureure assignée au dossier de Nathalie. C'était une femme vive dans la quarantaine, spécialisée dans les crimes contre les enfants. Votre sœur essaie de négocier une peine, m'a informé Jessica. Son avocat soutient qu'elle traversait une crise de santé mentale et ne comprenait pas la gravité de ses actes. Il propose de plaider coupable de mise en danger imprudente en échange de l'abandon de l'accusation de tentative de meurtre. Non. Ma voix était d'acier. Elle a planifié ça pendant des mois. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Jessica a souri sombrement. C'est ce que j'espérais que vous diriez. Nous avons assez de preuves pour aller au procès. Les SMS à eux seuls peignent un tableau accablant de préméditation et d'intention. Je voulais m'assurer que vous étiez préparé à ce qui va arriver, cependant. Votre famille va probablement témoigner en sa faveur. Ça va être laid. Laissez-les faire. J'ai pensé à Lily, subissant encore des tests pour voir si le poison avait causé des dommages permanents à son cerveau et à ses organes en développement. Ma sœur avait essayé d'assassiner mon bébé. Peu m'importe ce qu'il en coûte. Je veux qu'elle paie pour chaque seconde de souffrance de Lily. Les semaines précédant le procès ont été une sorte d'enfer particulier.
Mes parents ont lancé une campagne auprès de chaque membre de la famille qu'ils pouvaient atteindre, me décrivant comme vindicative et cruelle. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années sont soudainement apparus sur les réseaux sociaux, publiant des messages sur l'importance du pardon familial et sur la façon dont le système judiciaire détruisait de bonnes personnes pour des erreurs. Tante Paula m'a transféré certains des messages circulant dans les discussions de groupe familial. Maman avait écrit un long message expliquant que j'avais toujours été jalouse de la beauté et du charme de Nathalie, que j'utilisais cet accident pour enfin me venger de rancune d'enfance. Elle affirmait que j'avais coaché la police et les procureurs, que j'avais manipulé les preuves parce que je voulais de l'attention. Nathalie elle-même publiait depuis la prison par l'intermédiaire d'amis, se peignant en victime de ma vindicte et du système judiciaire trop zélé. Les mensonges étaient si effrontés qu'ils m'en coupaient presque le souffle. J'avais de la documentation, des dossiers médicaux, des preuves médico-légales, et il racontait encore des contes de fées à quiconque voulait bien l'entendre. Mon amie Emma m'a convaincue de tout documenter publiquement. Elle avait été mon roc tout au long de l'épreuve, s'occupant de Lily pendant les comparutions au tribunal et les visites chez le médecin, m'apportant à manger quand j'oubliais de le faire, restant assise avec moi pendant les crises de panique qui commençaient à me frapper au milieu de la nuit. Il contrôle le récit parce que tu es restée silencieuse, a dit Emma un soir alors que nous étions assises dans mon nouveau salon. Lily dormait dans son berceau, les moniteurs allumés juste au cas où. J'étais devenue obsédée par la surveillance de sa respiration, de sa température, de chaque petit bruit qu'elle faisait. Tu dois dire la vérité. Pas pour eux, mais pour toi. Pour que les gens qui comptent sachent ce qui s'est vraiment passé. J'avais évité complètement les réseaux sociaux, mais Emma avait raison. Je me suis assise et j'ai tout écrit, les mois de maladie mystérieuse, la visite aux urgences, le diagnostic d'empoisonnement aux métaux lourds, les preuves de préméditation, l'agression physique de mes parents aux soins intensifs. J'ai inclus des photos de Lily à l'hôpital, bien que j'ai gardé son visage privé. J'ai publié des captures d'écran des messages menaçants que ma famille m'avait envoyés après l'arrestation de Nathalie. Le message a été publié à minuit. Au matin, il avait été partagé 3000 fois. Des messages ont afflué d'amis, de connaissances et de parfaits inconnus offrant leur soutien. Plusieurs personnes ont partagé leurs propres histoires de trahison familiale et de pression pour pardonner l'impardonnable. Quelques parents éloignés m'ont contacté en privé pour s'excuser, disant qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Mais le retour de bâton du camp de mes parents s'est intensifié. Maman a créé une cagnotte Facebook pour la défense juridique de Nathalie, la décrivant comme une jeune femme troublée persécutée par une sœur cruelle et des procureurs corrompus. Papa a donné une interview à une station de nouvelles locales affirmant que j'avais toujours été instable et en quête d'attention. Ils se sont présentés à mon nouvel immeuble 2 fois avant que je ne demande à la sécurité de les escorter hors de la propriété. L'ordonnance restrictive a aidé, mais son application était inégale. Les officiers semblaient réticents à arrêter des parents âgés qui prétendaient vouloir simplement voir leur fille et leur petite-fille. Il a fallu que l'inspecteur Rodriguez intervienne directement, expliquant la gravité de l'affaire sous-jacente, avant que la police ne commence à prendre les violations au sérieux. Après la 3e tentative de papa de me confronter sur mon lieu de travail, qui a abouti à son arrestation et à une nuit en prison, les intrusions physiques ont finalement cessé. La guerre émotionnelle a continué, cependant. Je faisais mes courses et je tombais sur un ami de la famille qui me coinçait au rayon fruits et légumes, me faisant la leçon sur le pardon et les valeurs chrétiennes. Le pasteur de mon ancienne église m'a appelé, suggérant que peut-être Satan influençait mes décisions, que les vrais croyants trouvaient des moyens de se réconcilier. J'ai arrêté de sortir en public sans qu'Emma ou Rachel ne m'accompagnent. Le bilan psychologique était immense. J'ai commencé une thérapie avec le Dr Angela Chen, spécialiste des traumatismes familiaux. Elle m'a aidé à comprendre que ce que je vivais avait un nom, abus familial complexe et manipulation mentale, gaslighting. Mes parents avaient passé toute ma vie à m'entraîner à prioriser l'harmonie familiale sur mon propre bien-être, à accepter les mauvais traitements sans me plaindre, à pardonner les violations de limites et les cruautés de Nathalie parce que c'est juste comme ça qu'elle est. Ils sont choqués que vous ayez enfin fixé une limite qu'ils ne peuvent pas franchir au bulldozer, a expliqué le Dr Chen lors d'une séance. Ils paniquent parce que le système familial qu'ils ont construit, où vous absorbez les abus pour que tout le monde soit à l'aise, s'est effondré.
Ils vont faire escalader la situation avant d'accepter la nouvelle réalité. Elle avait raison au sujet de l'escalade. 2 mois avant le procès, quelqu'un a crevé les 4 pneus de ma voiture. Les images de sécurité montraient une silhouette en sweat à capuche s'approchant de mon véhicule dans le parking à 3 heures du matin, mais son visage était caché. La police n'a pas pu prouver qu'il avait fait, mais j'avais mes soupçons. Papa avait un ami qui possédait un atelier de pneus, et il avait fait des commentaires voilés dans des messages vocaux sur le fait que je regretterais de rendre cela si difficile. L'assurance a couvert les pneus, mais j'ai installé une caméra embarquée et commencé à me garer dans des endroits plus visibles. Emma m'a suggéré de porter un spray au poivre, et le mari de Rachel m'a appris quelques mouvements d'autodéfense de base. Je détestais que ma vie soit devenue une question de mesures de sécurité et de stratégie défensive, mais je refusais de reculer. Chaque escalade de ma famille ne faisait que renforcer le fait que j'avais fait le bon choix en coupant les ponts. Le procès a commencé 4 mois plus tard. J'avais déménagé dans un nouvel appartement à l'autre bout de la ville, changé mon numéro de téléphone et fait installer des caméras de sécurité partout. Lily s'épanouissait malgré tout, atteignant ses étapes de développement et remplissant à nouveau notre maison de rire. Mais je n'avais jamais arrêté de vérifier chaque produit, chaque jouet, chaque bouchée de nourriture qui s'approchait d'elle. Nathalie avait l'air petite et pathétique dans sa combinaison orange alors qu'il l'emmenait dans la salle d'audience. Maman et papa étaient assis dans la galerie derrière elle, tous deux me foudroyant du regard comme si j'étais la criminelle. Plusieurs de mes tantes et oncles remplissaient les rangées, leurs expressions allant de la confusion à l'hostilité. Seule ma cousine Rachel a croisé mon regard avec sympathie. Jessica Thornton a été brillante. Elle a systématiquement exposé les preuves, les pots de nourriture pour bébés altérés, les jouets délibérément contaminés, la progression des symptômes de Lily que les médecins avaient initialement attribués à des coliques et à l'irritabilité normale du nourrisson. Elle a présenté des SMS où Nathalie se plaignait à des amis de la façon dont maman et papa m'aimaient plus, de la façon dont ils m'avaient organisé une grande fête prénatale alors que je n'avais jamais rien organisé pour Nathalie pour quoi que ce soit d'important dans sa vie, de la façon dont le bébé était juste une autre chose que j'avais et qu'elle n'avait pas. Ce n'était pas une farce, a dit Jessica au jury lors de sa déclaration d'ouverture. C'était une campagne de torture calculée et méthodique contre un bébé innocent. L'accusé a passé des mois à planifier et à exécuter un plan pour causer de la souffrance. Elle a acheté des produits spécifiques sachant qu'ils contenaient des matières toxiques. Elle a cherché des moyens d'administrer du poison sous des formes qui ne seraient pas immédiatement détectées. Elle a regardé sa nièce en bas âge tomber malade alors que sa sœur souffrait de voir son bébé décliner. Et elle a ressenti de la satisfaction. Elle a documenté cette satisfaction dans des messages à des amis. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui a fait une erreur. C'est le comportement de quelqu'un qui voulait infliger de la douleur et a failli réussir à commettre un meurtre. L'avocat de la défense de Nathalie a essayé de la peindre comme une jeune femme troublée qui avait pris de terribles décisions lors d'une dépression nerveuse. Ils ont fait venir un psychiatre qui a témoigné d'un trouble de l'adaptation et d'un comportement impulsif. Ils ont fait pleurer Nathalie à la barre sur combien elle m'aimait, moi et Lily, comment elle n'avait jamais voulu que les choses aillent si loin, comment la culpabilité l'arrangeait. Jessica l'a détruite lors du contre-interrogatoire. Mademoiselle Anderson, vous avez témoigné que vous aimez votre nièce. Est-ce exact? Oui, bien sûr. Nathalie tamponnait ses yeux avec un mouchoir. Alors, pouvez-vous expliquer ce SMS envoyé à votre amie Britney 3 jours avant l'incident du talc? Jessica a affiché le message sur un grand écran pour que le jury puisse le voir. Je suis tellement fatiguée de la voir poster des photos de cette sale gosse en ligne. Tout le monde agit comme si elle était si spéciale. Je veux effacer ce sourire suffisant de son visage. Je veux qu'elle sache ce que ça fait de perdre quelque chose de précieux. Le visage de Nathalie est devenu pâle. Je ne faisais que me défouler. Je ne pensais pas. Vous ne le pensiez pas? La voix de Jessica était tranchante. Et ce message envoyé 2 mois plus tôt? Si quelque chose arrivait au bébé, elle serait dévastée. Peut-être qu'alors elle comprendrait ce que je ressens d'être oubliée par tout le monde. Ou celui-ci envoyé après l'hospitalisation de votre nièce. Je me sens presque mal. Mais ensuite je me souviens comment elle a toujours tout eu sur un plateau. Laisse-la souffrir pour une fois.
Le jury avait l'air horrifié. Plusieurs d'entre eux foudroyaient Nathalie du regard avec un dégoût non dissimulé. Ces messages ont été sortis de leur contexte. Vraiment? Jessica a sorti plus de messages, plus de preuves de planification et d'intention. Elle a montré les reçus pour les piles que Nathalie avait achetées, correspondant à la marque trouvée dans la nourriture pour bébé. Elle a présenté le témoignage du vendeur de la quincaillerie où Nathalie avait acheté du verre pilé, prétendant que c'était pour un projet artistique. Au moment où Jessica a terminé, il n'y avait aucun doute dans l'esprit de quiconque sur la culpabilité de Nathalie. La défense a essayé de sauver les meubles avec le témoignage de mes parents, mais même cela s'est retourné contre eux. Maman a pris la barre et a immédiatement fondu en larmes. Nathalie est une bonne fille. Elle a fait une erreur. Sa sœur est vindicative et cruelle de lui faire subir ce procès. Elle aurait dû retirer sa plainte et gérer cela en famille. Jessica s'est approchée de la barre des témoins. Madame Anderson, êtes-vous consciente que votre fille a empoisonné votre petite fille pendant 6 mois? Ce n'était pas du poison. C'était juste quelques articles ménagers, des métaux lourds qui ont causé des dommages aux organes. Décririez-vous cela comme juste des articles ménagers? Le visage de maman a rougi. Eh bien, le bébé s'est rétabli, n'est-ce pas? Aucun mal permanent n'a été fait. En fait, les dossiers médicaux montrent que votre petite fille nécessitera une surveillance pour d'éventuels problèmes neurologiques et développementaux à long terme pendant des années. Est-ce que cela change votre évaluation? Nathalie ne voulait pas que cela arrive. Alors que voulait-elle qu'il arrive quand elle a nourri un bébé de 6 mois avec de la nourriture contaminée par des piles écrasées? Maman n'avait pas de réponse. Elle est descendue de la barre l'air perdu et en colère. Le témoignage de papa a été pire. Il a ouvertement admis m'avoir giflé à l'hôpital et a dit qu'il le referait. Ma fille était hystérique et déraisonnable. Quelqu'un devait lui faire entendre raison. Les familles se pardonnent. Elles ne se traînent pas devant le système judiciaire. Vous croyez que les parents devraient pardonner à quelqu'un qui tente d'assassiner leur enfant? A demandé Jessica, son ton soigneusement neutre. Nathalie n'a essayé d'assassiner personne. C'était une blague qui a mal tourné. Une campagne d'empoisonnement de 6 mois est une blague? Mes filles ont toujours eu une relation conflictuelle. Elles doivent régler ça entre elles, pas impliquer les tribunaux. Jessica a laissé cette déclaration flotter dans l'air. Le jury avait l'air consterné. Le verdict est tombé après seulement 3 heures de délibération. Coupable de tous les chefs d'accusation, tentative de meurtre, mise en danger d'enfant, agression avec une arme mortelle, et plusieurs accusations connexes. Le visage de Nathalie s'est effondré alors que le juge lisait chaque chef d'accusation. Maman a hurlé depuis la galerie. Papa s'est levé et m'a pointé du doigt. C'est de ta faute, a-t-il crié. Tu as détruit cette famille. Tu as mis ta propre sœur en prison. L'huissier l'a fait sortir de la salle d'audience. Je suis restée parfaitement immobile, ne ressentant rien d'autre qu'un froid sentiment de satisfaction. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard. La juge était une femme sévère d'une 60aine d'années nommée Margaret Sullivan. Elle avait présidé tout le procès avec une expression de dégoût croissant. Mademoiselle Anderson, a dit la juge Sullivan en regardant Nathalie avec mépris. En 30 ans sur le banc, je n'ai jamais rencontré une affaire tout à fait comme celle-ci. La nature systématique et calculée de vos crimes contre un nourrisson, votre propre nièce, démontre un niveau de dépravation qui défie l'explication. Vous aviez des mois pour arrêter. Chaque fois que vous prépariez de la nourriture empoisonnée, chaque fois que vous donniez à votre sœur un produit contaminé, vous aviez le choix. Vous avez choisi la cruauté. Vous avez choisi de faire du mal à un bébé innocent pour satisfaire votre propre jalousie et votre rancune. Nathalie pleurait ouvertement maintenant, la main de son avocat sur son épaule. L'accusation a recommandé la peine maximale de 25 ans de prison. Je suis encline à être d'accord. Cependant, je vais imposer une peine de 30 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Vous serez enregistrée comme délinquante pour maltraitance d'enfants à votre libération. Vous n'aurez aucun contact avec la victime ou sa mère pour le reste de votre vie. Huissier, veuillez emmener l'accusé. Nathalie a crié alors qu'il l'emmenait.
Je suis désolé. S'il vous plaît, je suis désolé. Ne les laissez pas me faire ça. Je l'ai regardé partir sans une once de sympathie. La juge Sullivan m'a regardé avant de lever la séance. Jeune femme, j'espère que vous et votre fille trouverez la paix et la guérison. Vous avez fait preuve d'une force remarquable tout au long de cette épreuve. Je l'ai remercié, j'ai rassemblé mes affaires et je suis sortie du palais de justice. Rachel m'attendait sur les marches. Je suis tellement désolée pour tout ça, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. La plupart de la famille est de leur côté, mais pas tout le monde. Certains d'entre nous comprennent que ce que Nathalie a fait était impardonnable. Merci d'être là. Est-ce que tu vas aller bien? J'ai pensé à Lily en sécurité avec mon amie Emma qui la gardait pendant le procès. J'ai pensé à notre nouvel appartement avec ses serrures, ses caméras et son système de sécurité. J'ai pensé aux ordonnances restrictives, aux numéros de téléphone bloqués et aux membres de la famille à qui je ne parlerai plus jamais. Oui, ai-je dit finalement. Nous allons aller bien. Les années qui ont suivi ont été à la fois plus dures et plus faciles que je ne l'avais prévu. Lily est devenue une enfant vive et énergique sans aucun souvenir de ce qui lui était arrivé. Les médecins n'ont trouvé aucun dommage neurologique durable, bien que nous ayons continué les rendez-vous de surveillance juste au cas où. Elle était un miracle, et je n'ai jamais pris un seul jour avec elle pour acquis. Mes parents ont essayé de maintenir le contact par l'intermédiaire de divers parents, envoyant des messages disant que je les avais brisés, que je devrais avoir honte de moi, que Nathalie souffrait en prison. J'ai ignoré chaque tentative. Ils avaient choisi leur camp lorsqu'ils m'avaient physiquement agressé pour avoir refusé de pardonner à quelqu'un qui avait essayé d'assassiner mon bébé. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Certains membres de la famille élargie ont tendu la main avec des excuses. Rachel est restée une présence constante dans nos vies. Ma tante Paula, la sœur de maman, s'est présentée à ma porte 6 mois après le procès, les larmes aux yeux. Je ne connaissais pas toute l'étendue de ce qui s'était passé, a-t-elle dit. Ta mère a dit à tout le monde que c'était un accident, que tu surréagissais. Puis j'ai mis la main sur les transcriptions du procès, bon sang, ma chérie, je suis tellement désolée. Ce que Nathalie a fait, ce que tes parents t'ont fait dans cet hôpital. C'est inadmissible. Paula est devenue une grand-mère de substitution pour Lily, comblant une partie du vide familial. Elle avait coupé tout contact avec maman et papa après avoir appris la vérité. Quelques autres parents ont suivi le mouvement une fois qu'ils ont compris ce qui s'était réellement passé. La famille s'est fracturée selon qui croyait au mensonge et qui prenait la peine d'apprendre la vérité. J'ai repris le travail en tant que graphiste, trouvant du réconfort dans la routine et l'exutoire créatif. Mon patron avait été incroyablement compréhensif au sujet du congé prolongé et mes collègues m'ont entouré de leur soutien. La vie a lentement trouvé une nouvelle normalité. 4 ans après la condamnation, j'ai reçu une lettre de la prison. Nathalie voulait me voir. Elle avait écrit une longue apologie prétendant avoir trouvé Dieu et vouloir faire amende honorable. Elle suppliait pour avoir une chance de s'expliquer, de demander pardon, de faire partie de nos vies à nouveau. J'ai lu la lettre une fois, puis je l'ai passée au destructeur de documents. Certaines choses ne pouvaient être pardonnées ou expliquées. Nathalie avait regardé ma fille bébé dans les yeux tout en l'empoisonnant lentement jusqu'à la mort. Elle m'avait souri tout en me remettant de la nourriture contaminée et des jouets mortels. Elle n'avait montré aucun remords jusqu'à ce qu'elle soit prise et confrontée aux conséquences. Il n'y aurait pas de réconciliation, pas d'arc de rédemption, pas de réunion réconfortante où je jouerais la personne supérieure et accorderais ma grâce. Elle pouvait trouver Dieu ou Bouddha ou qui elle voulait. Elle pouvait être désolée jusqu'à son dernier souffle. Rien de tout cela ne changerait ce qu'elle avait fait ni ne lui vaudrait une place dans nos vies. Ma fille grandirait sans connaître la tante qui avait essayé de la tuer. C'était la chose la plus gentille que je pouvais faire pour nous deux. J'ai écrit une lettre de réponse à l'administration pénitentiaire, indiquant clairement que je refusais tout contact, présent et futur. Puis j'ai récupéré Lily à la maternelle, je l'ai emmenée au parc et je l'ai poussée sur les balançoires pendant qu'elle criait de rire. Sa joie était pure et non souillée par la connaissance de la façon dont elle était passée près de ne jamais vivre des moments comme celui-ci. C'était ma vengeance, je suppose. Nathalie avait voulu m'enlever mon bonheur, me faire souffrir en détruisant ce que j'aimais le plus.
Au lieu de cela, elle a détruit sa propre vie tandis que ma fille et moi prospérions. Nous étions heureuses. Nous étions en sécurité. Nous étions entourés de gens qui nous aimaient sincèrement. Nathalie était dans une cellule face à des décennies derrière les barreaux, ayant tout perdu à cause de sa jalousie et de sa cruauté. Elle avait voulu que je sache ce que cela faisait de perdre quelque chose de précieux. Au lieu de cela, elle avait appris cette leçon elle-même. Les mois qui ont suivi mon refus de contact avec Nathalie ont apporté des développements inattendus. Mes parents, qui avaient été relativement calmes après la condamnation, ont soudainement intensifié leurs efforts. Ils ont engagé un avocat spécialisé en droit de la famille pour contester l'ordonnance restrictive, arguant qu'ils avaient des droits de grands-parents pour voir Lily. La requête a atterri sur mon pas de porte comme une bombe, faisant trembler mes mains alors que je lisais le jargon juridique. Jessica Thornton, qui avait poursuivi Nathalie, m'a dirigé vers un spécialiste du droit de la famille nommé David Park. Il a jeté un coup d'œil à la requête et a ri amèrement. Ils vous ont agressé physiquement pour avoir refusé de pardonner à quelqu'un qui a empoisonné leur petite fille, a dit David en étalant les documents sur son bureau. Ils ont activement interféré avec une enquête criminelle. Ils ont violé une ordonnance restrictive à plusieurs reprises. Aucun juge saint d'esprit ne leur accordera de droit de visite. Il avait raison, mais la bataille juridique a tout de même traîné pendant 6 mois. Mes parents ont soumis des témoins de moralité affirmant qu'ils avaient été des grands-parents modèles avant que je ne devienne vindicative. Ils ont soutenu que leurs actions à l'hôpital étaient le résultat d'une détresse émotionnelle et d'un choc, qu'ils méritaient une seconde chance de connaître leur unique petit enfant. L'audience était surréaliste. Maman a pris la barre vêtue de perles et d'une robe conservatrice, tamponnant ses larmes tout en décrivant combien Lily lui manquait. Elle a parlé de la chambre d'enfant qu'elle avait préparée chez elle, des vêtements qu'elle avait achetés, des rêves qu'elle avait d'être une grand-mère comblée. Elle a fait croire que je la punissais pour les crimes de Nathalie, omettant commodément la partie où elle m'avait tiré les cheveux et défendu quelqu'un qui avait passé des mois à empoisonner un bébé. Le contre-interrogatoire de David a été chirurgical. Il a fait écouter l'enregistrement des messages vocaux de maman me traitant de vindicative et menaçant de me faire payer pour avoir mis Nathalie en prison. Il a montré des SMS où elle disait à des parents que Lily n'était probablement même pas malade, juste difficile, et que j'avais tout exagéré pour attirer l'attention. Il a présenté le rapport de police documentant l'agression aux soins intensifs. Madame Anderson, vous avez déclaré, vous avez été une grand-mère modèle. Est-il typique pour des grand-mères modèles d'agresser physiquement leur fille pendant qu'un nourrisson est dans un état critique? La composition de maman s'est fissurée. Elle était hystérique. Quelqu'un devait la sortir de là en lui tirant les cheveux et en défendant la personne qui avait empoisonné son bébé. Nathalie ne voulait pas. Votre autre fille purge actuellement une peine de 30 ans pour tentative de meurtre sur cet enfant. Vous croyez que vous devriez avoir accès à elle malgré le fait d'avoir défendu celle qui a tenté de la tuer? Le juge a rejeté leur requête dans les 5 minutes suivant les plaidoiries finales. Il est allé plus loin, prolongeant l'ordonnance restrictive indéfiniment et avertissant mes parents que tout harcèlement juridique futur entraînerait des sanctions. Papa s'est levé et a traité le juge de partial et de corrompu avant que l'huissier ne le fasse sortir de la salle d'audience. Maman est restée assise à pleurer, mais je n'ai rien ressenti en la regardant. Elle avait eu toutes les occasions de choisir la sécurité de sa petite fille plutôt que les sentiments de son autre fille. Elle avait fait son choix. La vie s'est installée dans quelque chose ressemblant à la paix. Après cela, l'échec de l'action en justice a semblé finalement convaincre mes parents que je ne reviendrais pas. Les appels et les messages ont cessé. Les membres de la famille élargie qui étaient de leur côté se sont tus. Rachel m'a dit par le téléphone arabe que maman et papa étaient devenus de plus en plus isolés, même leurs amis les plus proches devenant mal à l'aise avec leur défense obsessionnelle de Nathalie. Pendant ce temps, Lily continuait de grandir et de s'épanouir. Sa fête pour son 4e anniversaire était une petite affaire avec Emma, Rachel et sa famille, tante Paula et quelques amis de la maternelle. Nous avions du gâteau et des ballons, et Lily portait une robe de princesse qu'elle avait choisie elle-même. En la regardant souffler les bougies, entourée de gens qui l'aimaient sincèrement, j'ai senti quelque chose qui avait été brisé en moi commencer à guérir. Emma m'a prise à part pendant la fête. Tu l'as fait. Tu as traversé le pire. Ça ne semble pas fini. Je l'admets.
Je continue d'attendre que la prochaine bombe tombe. L'hypervigilance s'estompera un jour. Le docteur Chen te l'a dit, non? Ton système nerveux est en mode survie depuis des années. Il faut du temps pour se recalibrer. Elle avait raison. Bien que le processus fût plus lent que je ne le voulais, je vérifiais toujours les étiquettes des produits de manière obsessionnelle. Je faisais encore des cauchemars où je trouvais Lily inconsciente. Je sentais encore mon cœur s'emballer lorsque des visiteurs inattendus s'approchaient de notre porte. Le traumatisme avait creusé des sillons dans mon cerveau qu'il faudrait des années pour lisser. Mais il y avait aussi de bons jours. Des jours où je ne pensais pas du tout à Nathalie ou à mes parents. Des jours où Lily et moi vivions des aventures simples au zoo ou au musée des enfants, créant des souvenirs normaux qui n'étaient pas assombris par la peur ou la colère. Des jours où je me sentais à nouveau comme une personne au lieu d'être juste une survivante en mode survie. Le travail est devenu un refuge. Mon patron m'a promu designer senior et je me suis lancé dans des projets avec une énergie renouvelée. Créer quelque chose de beau et de fonctionnel était thérapeutique d'une manière que je ne pouvais pas entièrement articuler. Mes collègues connaissaient des bribes de ce qui s'était passé, assez pour comprendre pourquoi j'avais besoin de flexibilité pour mes rendez-vous thérapeutiques et pourquoi je paniquais parfois si quelqu'un me surprenait par derrière. Ils se sont adaptés sans me faire sentir brisée ou digne de pitié. Un mardi après-midi, environ 4 ans après la condamnation, l'inspecteur Rodriguez m'a appelé. Ma poitrine s'est serrée immédiatement. Tout contact avec les forces de l'ordre déclenchait encore de l'anxiété. Je voulais vous prévenir, a-t-il dit sans préambule. Nathalie écrit à d'autres détenus à votre sujet. Les responsables de la prison ont signalé les lettres lors d'un contrôle de routine. Elle est obsédée par les moyens de vous contacter, vous ou Lily, malgré l'ordonnance de non-contact. Il n'y a pas de menace immédiate, mais nous documentons tout au cas où elle tenterait quelque chose lorsqu'elle sera finalement libérée. La peur qui m'a traversée était viscérale. Elle ne sortira pas de sitôt, n'est-ce pas? Pas avant au moins 21 ans minimum. Et ces lettres pourraient en fait nuire à ses chances de libération conditionnelle plus tard. Mais je voulais que vous soyez au courant. Vous pourriez envisager de mettre à jour vos mesures de sécurité juste par précaution. J'ai amélioré le système de sécurité de notre appartement cette semaine-là, ajoutant des caméras supplémentaires et un système de verrouillage intelligent. J'ai informé l'école de Lily qu'en aucune circonstance personne d'autre que moi, Emma ou Rachel ne devait venir la chercher, et que si quelqu'un prétendant être de la famille apparaissait, il devait appeler la police immédiatement. J'ai mis à jour mon testament pour m'assurer que s'il m'arrivait quelque chose, la garde irait à Emma plutôt qu'à tout parent par le sang. La paranoïa semblait justifiée, même si elle était épuisante. Nathalie avait passé des mois à empoisonner lentement un nourrisson par jalousie. Elle n'avait montré aucun remords sincère, seulement de l'apitoiement sur elle-même d'avoir été prise et punie. Je n'avais aucune raison de croire qu'elle ne tenterait pas autre chose si l'occasion lui en était donnée. Des années plus tard, quand Lily avait 9 ans, elle m'a interrogée sur ma famille. Nous préparions le dîner ensemble, et elle avait remarqué que grand-mère Paula était le seul grand-parent qu'elle avait. « Où sont tes parents ?» a-t-elle demandé innocemment en remuant la sauce pour les pâtes. Je savais que cette conversation viendrait un jour. Je m'y étais préparée, j'avais répété diverses explications adaptées à son âge. Mais maintenant que le moment était là, je me suis retrouvée à chercher les mots justes. Ils ont fait des choix qui nous ont blessés, ai-je dit prudemment. Parfois, les gens que nous aimons font des choses si mauvaises que nous ne pouvons plus les garder dans nos vies. C'est triste, mais c'est aussi la bonne chose à faire pour nous garder en sécurité et en bonne santé. Lily a froncé les sourcils, traitant l'information. Est-ce qu'ils m'ont fait du mal? Quelqu'un qui était censé t'aimer t'a fait du mal quand tu étais bébé, et ils ont pris le parti de cette personne au lieu d'une autre, alors nous avons dû nous éloigner de tous. Est-ce qu'il te manque? J'ai réfléchi à cette question. Est-ce que les parents qui m'avaient élevé me manquaient? Ou est-ce que seule l'idée de parents qui protégeraient leur petit enfant au lieu de la personne qui a essayé de la tuer me manquait? Parfois, ceux que je pensais qu'ils étaient me manquent, ai-je admis. Mais ceux qu'ils se sont révélés être ne me manquent pas. Lily m'a serré fort, ses bras fins entourant ma taille. Eh bien, je suis contente que nous nous ayons l'une l'autre. Et grand-mère Paula et Rachel. C'est assez de famille pour moi. Elle avait raison.
C'était assez. Plus qu'assez. Mon histoire n'a pas eu de fin nette et ordonnée où tout le monde a appris sa leçon et s'est réuni. Certaines familles se brisent et elles devraient rester brisées lorsque les dégâts sont trop graves pour être réparés. Certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées. Certaines personnes se révèlent si fondamentalement toxiques que les couper de sa vie est le seul choix sain. J'avais perdu mes parents, la plupart de ma famille élargie et la sœur avec qui j'avais grandi. Mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, la certitude absolue de savoir qui méritait d'être dans nos vies. J'avais appris à reconnaître le véritable amour par rapport à l'obligation et à la culpabilité masquée en amour. J'ai découvert que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Lily grandissait entourée de gens qui la protégeraient réellement, qui valorisaient sa sécurité plus que la loyauté familiale, qui comprenaient que certaines actions font perdre le droit au pardon. Elle ne douterait jamais que je la choisirais, elle, plutôt que n'importe qui d'autre. Cette leçon à elle seule valait chaque perte. Parfois, la vengeance ne consiste pas à détruire activement la personne qui vous a fait du tort. Parfois, c'est simplement bien vivre malgré leur tentative de vous ruiner. Nathalie avait voulu me briser en faisant du mal à ma fille. Au lieu de cela, elle ne s'était brisée qu'elle-même. Nous étions heureuses, en bonne santé et libres. Elle était en prison, ayant sacrifié des décennies de sa vie à la jalousie. J'avais obtenu ma vengeance simplement en survivant, en m'épanouissant et en refusant de la laisser empoisonner quoi que ce soit d'autre dans nos vies. La meilleure punition pour quelqu'un qui voulait vous voir souffrir était de lui montrer qu'il avait complètement échoué. Et chaque jour où Lily riait, apprenait quelque chose de nouveau ou existait simplement de sa belle manière insouciante, l'échec de Nathalie était total.